Bon, bah, en fait, au bout d'un moment, je vais juste y aller parce que ça fait 10 minutes que je me prends la tête à essayer de faire une intro, hyper classe, hyper stylée, hyper formelle, hyper tout ça et en fait, ça me correspond pas du tout. J'arrive pas à démarrer, ça fait 4 fois que je le refais. Donc salut, c'est Maxime Patton, bienvenue à toi qui nous écoutes. Je suis très, 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 très heureux, de t'accueillir dans le tout premier podcast de MJP Studio. Bienvenue à toi! Voilà, l'introduction, elle est faite. Ça fait 10 minutes que je me prends la tête parce que j'essaye de faire un truc hyper classe, hyper, rythmé, hyper machin et en fait, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas particulièrement les choses trop formelles donc à un moment donné, il faut juste se lancer. Heu et s'autoriser les erreurs, s'autoriser les bafouillages, s'autoriser les mauvaises tournures de phrases aussi des fois, bref, voilà. Donc ça, c'était pour le petit mot de départ. Je suis super, super, super content de démarrer ce tout premier podcast, donc comme je le disais de la chaîne MJP Studio. Hem, En gros, MJP Studio, en quoi ça consiste? MJP Studio, j'ai envie sur cette chaîne de parler de tous les sujets qui m'intéressent de prime abord et qui vous intéressent aussi, j'espère, j'imagine. Il va y avoir des sujets complètement variés. C'est-à-dire qu'on va parler, bah, pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui me suivent sur les réseaux sociaux, on va parler, de communication, notamment de communication relationnelle, c'est-à-dire ce que moi j'appelle, la communication relationnelle qui inclut communication orale, verbale, non verbale, détection de mensonges aussi, programmation neurolinguistique, neurosciences et cetera et cetera. On va parler un peu de tout ça. Mais il va y avoir aussi des émissions podcast sur des sujets complètement, enfin qui n'ont absolument rien à voir. On aura par exemple, avec ou sans invité. Des fois, je serai tout seul comme aujourd'hui. Des fois, j'inviterai des gens parce que j'aime bien l'interaction aussi avec des gens, puis surtout pour parler de sujets que moi je ne maîtrise pas. Donc il y aura des gens qui viendront nous parler de sujets qu'ils maîtrisent bien mieux que moi, notamment sur tout ce qui est, investissement, par exemple, donc crypto-monnaie, bourse et cetera et cetera. Je pense que je ferai pas mal d'émissions sur ces sujets-là, sur ces thèmes-là qui m'intéressent beaucoup. Donc ça passera par ça pourra aussi passer par de la musique, du cinéma, ça pourra passer également par du développement personnel. Si vous nous suivez, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je dis «nous» parce que c'est ma sœur et moi. Si vous nous suivez donc tous les 2 sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être dû voir passer que, il y aura aussi, une émission, qui parlera d'astrologie avec ma sœur, donc Émilie Collomb qui est astrologue aussi et je pense que ça va être pas mal. Je vais pas réexpliquer le concept ici parce que ce serait un peu long. Je vous laisse aller voir sur les réseaux sociaux, notamment sur, Instagram. On avait fait un live il y a quelque temps pour expliquer, en quoi ça consistait l'astrologie, en quoi consistait le thème natal en astrologie et qu'est-ce qu'on allait en faire dans un concept, d'émission, podcast. Voilà. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à aller, me suivre et vous abonner. Je suis donc sur YouTube. Là, en ce moment, ce podcast est diffusé sur YouTube, il est diffusé sur Apple Podcast, sur SoundCloud, et puis ensuite des relais sur, les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, LinkedIn. Je ne suis plus sur Facebook parce que honnêtement, pour être honnête, le Facebook me casse les couilles. Je vous le dis comme je le pense. Non, mais c'est pas que ça me casse les couilles, mais c'est qu'à un moment donné, je trouve que Facebook est devenu limite une espèce de sous-réseau social avec un pseudo marketplace, plus, blindé d'arnaques qu'autre chose. Moi, honnêtement, là où je vais récolter, plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de vues sur mes vidéos, sur TikTok ou Instagram, je vais en récolter 40 sur Facebook pour, 3 j'aime. Donc à un moment donné, ça me demande, du temps et de l'énergie pour pas beaucoup de fruits derrière. Donc j'ai décidé de ne plus me mettre sur Facebook, voilà. Mais, c'est un choix qui peut-être est une erreur, hein, je sais pas. Dites-moi, tiens, dites-moi, quelle est la plateforme que vous préférez? Qu'est-ce que vous écoutez le plus? Est-ce que vous trouvez que Facebook est pas forcément indispensable ou au contraire, ça vous manque? Heu, voilà, donnez-moi votre avis, dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux si vous me suivez, enfin voilà. Alors, j'ai envie de démarrer
sans trop perdre de temps, parce que là, j'ai fait une petite intro. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, en général, si vous êtes là, c'est que vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Maxime Patton, j'ai 32 ans. Je ressemble à Robert Pattinson, il paraît. Robert Pattinson avec 10 ou 15 kilos de plus. Mais c'est Robert Pattinson sous cortisone, en fait. C'est je suis comédien, humoriste, musicien, chanteur, auteur, très prochainement coach, notamment en communication non verbale, enfin en communication relationnelle en général. Voilà, et je me passionne pour tous les domaines que j'ai cités juste avant, donc j'espère que ça vous plaît aussi parce qu'on va parler de tout ça et ça va être chouette. Donc la promo j'essaie, parce que j'ai quand même un fil conducteur, donc j'essaie quand même de suivre mon truc. Faire la promo des réseaux sociaux et inviter les gens à s'abonner, ça, c'est fait. Aujourd'hui, on va parler de communication. Je vous avais dit que ce serait naturel dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler donc de communication relationnelle. Je vais vous expliquer une situation que j'ai vécue. L'idée, c'est que j'ai pas mal de gens, depuis quelque temps, qui me disent mais donc du coup, toi, tu dois tout le temps être en train d'analyser, de réfléchir à comment tu parles, machin, bidule, qu'est-ce que tu fais, comment tu observes les gens. Tu dois être tout le temps en train de voir ce que les gens cachent ou s'ils mentent ou machin, ou truc, bidule. Du coup, j'ai la sensation que ça génère des fois, mais ça, j'ai limite l'impression que c'est la problématique du développement personnel de manière générale. C'est que ça peut générer une espèce de complexe de la perfection. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a une coach en développement personnel que je suis sur les réseaux sociaux aussi, qui s'appelle Chloé Bloom, et qui en parle beaucoup en ce moment. Du coup, c'est très drôle. Et une espèce de complexe de la perfection, dans le sens où, pourtant, j'ai fait moi-même beaucoup de développement personnel, j'en fais toujours, parce que de toute façon, on en fait toute sa vie. Mais du coup, des fois, à se poser trop de questions sur le pourquoi, du comment, du machin, du truc, du milieu, on déclenche une espèce de complexe, de ne pas être absolument parfait dans notre posture, dans qui on est, dans comment on se montre au monde, comment on communique avec ses enfants, ses collègues de boulot, sa femme, son patron, etc., etc. Et j'avais envie de démystifier un petit peu tout ça, pour aussi rassurer les gens qui se prennent beaucoup la tête. Il y a d'ailleurs un terme qui a été inventé pour un phénomène qui est en train de monter, qui s'appelle le zen out. C'est-à-dire que les gens se prennent tellement la courge avec cette idée de la perfection, de l'être parfait qui aurait travaillé sur lui, qui mange bien, qui fait du sport, qui communique bien, qui machin, qui travaille comme un dingue, mais qui a quand même du temps à accorder à sa famille et qui gagne de la thune, mais qui sait profiter de sa thune, qui sait machin, qui sait bidule, mais en même temps qui sait investir, voilà. Ah Une espèce de sentiment d'overdose, en fait, un peu, de la perfection. Et donc ce terme, donc le zen out, qui est en train de monter un peu, et que je comprends. Parce qu'à un moment donné, on vend, et notamment les réseaux sociaux, vend une image de la personne parfaite qui n'est pas possible à atteindre. Donc voilà, moi je vais axer ça sur la partie communication parce que c'est un domaine que je maîtrise mieux. Je vous laisse vous installer tranquillement. Prenez un café, un thé, un verre d'eau, tout ce que vous voulez, et on attaque dans 2 minutes. À tout de suite. Bon, vous aurez remarqué que j'ai un rapport au temps qui est très personnel et très relatif. Je vous ai dit 2 minutes, concrètement, détends-toi, Jeannot, t'as un générique de 15 secondes. Le mec, tu sais, il se croit à la radio avec des putains de pages pub et tout, machin. Alors, on rentre du coup dans le vif du sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc, je vous parlais d'espèce de complexe, une espèce de complexe de la perfection. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je constate de plus en plus. J'en parlais l'autre jour avec une amie qui me disait, mais du coup, toi, tu dois tout le temps être dans une espèce de vigilance. C'est une espèce de vigilance de l'esprit, du cerveau, qui serait tout le temps à l'affût la moindre petite micro-expression non verbale, du moindre mouvement de bras, de jambes, de tête, les yeux, les machins. Non. Non, je ne suis pas à l'affût de tout ça.
Évidemment, avec l'entraînement, avec la pratique, avec les connaissances, etc., il y a des choses qui me sautent aux yeux. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai une facilité à voir si quelqu'un est en train de me mentir, un peu plus développée qu'il y a quelques années. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses qui me sautent aux yeux instinctivement, naturellement. Mais je ne suis pas à l'affût en permanence de tout ça. De la même manière que je ne suis pas tout le temps en train de réfléchir à ce que je raconte. Preuve en est, le podcast a démarré comme ça d'ailleurs. Je ne suis pas tout le temps en train de cogiter pour avoir la formulation de phrase absolument parfaite, en choisissant le bon mot, le truc. Même si effectivement pour moi le choix des mots et des tournures de phrases a toujours été important. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi mon attrait pour la communication, c'est que ça a toujours été quelque chose d'important, pouvoir choisir ces mots pour qu'ils aient plus d'impact sur votre interlocuteur. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis devenu acteur et comédien, parce que le pouvoir des mots et la manière dont on va prononcer ces mots-là m'ont toujours fasciné. Les gens qui ont cette capacité à captiver un auditoire, des fois de plusieurs milliers de personnes avec leur simple charisme, c'est quelque chose qui me fascine. De la même manière, j'ai été pendant quelque temps responsable commercial. Je me suis beaucoup intéressé à la négociation, etc., etc. Et c'est la même chose. Quand j'ai eu certains chefs des ventes ou certains responsables, j'avais un responsable commercial, c'était hallucinant comme il était capable de retourner le cerveau des clients qu'il avait en face, mais en fait, il en devenait captivant parce qu'il ne s'arrêtait jamais de parler, vraiment. Mais du coup, les clients adhéraient parce qu'il avait un truc où, voilà, je sais pas, un charisme naturel, une capacité de conviction et de persuasion qui était assez hallucinante. Donc, voilà. Mais je ne suis pas tout le temps en train de cogiter et d'être vigilant et de machin et des trucs. Non, c'est pas vrai. Par contre, je possède des outils. Ça, c'est vrai. Et les outils permettent surtout de ne pas être esclave ou victime, ou les deux, de votre tempérament naturel, peut-être, et des situations que vous vivez. Je vais d'ailleurs vous le démontrer dans quelques instants en vous expliquant une situation de vie qui s'est passée dans ma vie il y a quelques mois et où j'ai finalement réussi à reprendre le contrôle de la situation, mais ça m'a demandé un vrai effort. Parce que mon naturel. D'ailleurs, moi, j'ai plutôt un naturel à être colérique. Vous pourriez demander à ma chérie, je m'énerve régulièrement, je me mets en colère régulièrement. Puis alors, moi, quand je me mets en colère, je gueule. Quand j'étais petit, je tapais dans les meubles et je cassais des carreaux et je cassais mon père, c'est suffisamment arraché les cheveux d'ailleurs, mais. Parce que c'est lui qui changeait les carreaux que je cassais derrière. Mais voilà, je pourrais avoir un tempérament assez facilement à me mettre en colère. Pourtant, on pourrait se dire, bon, le mec a quand même des outils pour arriver à exprimer ses émotions sereinement, calmement, à déverrouiller des situations de conflit ou de tension. Oui, c'est vrai. Mais des fois, voilà, il faut pas non plus tomber dans ce truc complètement monomaniaque et psychorigide en fait, j'ai fait des formations, je suis allé à des séminaires, des machins, des conférences, des visioconférences, des trucs qui m'ont expliqué que la communication non violente, c'était vachement mieux et qu'il fallait formuler ces phrases comme ça et qu'il fallait se tenir comme ça quand on veut dire telle chose pour que ça ait plus d'impact sur la personne que j'ai en face. Et au bout d'un moment, tu finis par devenir complètement givré, quoi. Parce que trop de questions, parce que burn-out burn-out du cerveau, quoi. Vraiment, il y a un truc. Donc voilà, l'idée est effectivement de développer sa boîte à outils et de s'en servir quand on sent par exemple, une situation est en train de nous échapper, est en train de déraper, ou une situation qui nous tient à cœur, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit le fait de vouloir séduire quelqu'un. Quand on est célibataire et qu'on a envie de trouver l'amour, bon, bah, effectivement, sans dire de tomber dans la manipulation, mais de pouvoir capter certains signaux, etc., de la part de l'autre, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais évidemment que, par exemple, quand on rencontre quelqu'un ou quand on va à un entretien d'embauche, le naturel est capital. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas trop se prendre non plus la courge, parce que le naturel est capital. Rester naturel, c'est essentiel dans n'importe quelle situation. Et moi, je le dis souvent aux gens qui me demandent comment mieux communiquer dans leur vie de tous les jours, soyez naturel. Soyez naturel. Le naturel, il y a quand même
que ça devrait, parce que c'est pour ça que les gens vont avoir envie de travailler avec vous, c'est pour ça que les gens vont avoir envie de se mettre en couple avec vous, c'est pour ça que les gens vont avoir envie d'être amis avec vous, pour qui vous êtes. Et les outils, c'est valable pour la communication, mais c'est valable pour le développement personnel en général. Les outils que vous allez acquérir, les outils que qu'on va vous enseigner, les outils dont vous allez vous imprégner, vont vous servir à mieux vivre, vont vous servir à améliorer votre vie, va vous servir à améliorer les travers qui ne vous conviennent pas, parce que moi j'aime pas appeler ça des défauts, mais voilà, des fois des travers de tempérament qui ne vous parlent plus ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une grosse différence en fait à tout ça. Et voilà pourquoi je voulais aujourd'hui, par exemple, vous raconter cette petite anecdote. J'ai demandé à ma chérie si elle était d'accord pour que je vous la raconte. Je me suis fait un petit thé, j'aime bien. Je suis comme à la maison, comme si vous étiez mes amis à la maison et qu'on était en train de discuter, donc m'en voulez pas, je bois un coup. Voilà. Donc il y a quelques temps, il y a quelques mois, c'était au mois de mai, c'était fin mai, ma chérie a eu un gros souci de santé. Elle a dû être hospitalisée pendant 10-15 jours. Et bon, on a pas mal, il y a eu pas mal d'allées et venues entre différents services d'urgence, les hôpitaux, etc. Et il faut savoir que, et ça c'est très important parce que l'environnement dans lequel vous allez évoluer va aussi conditionner tout un tas de fonctionnements inconscients, subconscients chez vous. Il faut savoir que moi déjà de base, je ne suis pas un grand fanat du monde médical et des médecins en particulier. Ce qui est assez paradoxal puisque je voulais être médecin toute mon enfance. J'avais envie d'être médecin, j'avais envie de soigner les gens, de guérir les gens, d'aider les gens. Et suite à, on va dire, un passif familial avec beaucoup de décès qui sont pour certains dus à des erreurs médicales, etc. etc. Bref, c'est vrai que j'ai nourri une espèce de rancœur, je pense, envers le monde médical. Heureusement, je ne fais pas de généralité, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau. J'ai moi-même un médecin qui est extrêmement compétent et que j'adore et qui me suit depuis des années. Et donc voilà, il y a des gens qui sont formidables, hein. Je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même bateau. Mais c'est vrai que bon, je suis du coup, en arrivant dans un environnement hospitalier, je suis déjà pas très à l'aise. Ceci explique cela, je veux dire, c'est pour expliquer la suite du propos. Je ne suis pas très à l'aise quand il s'agit de foutre les pieds à l'hôpital ou dans un service d'urgence ou dans un cabinet médical, etc. etc. Bon. Donc déjà, il y a déjà une tension qui monte en moi et que je vois, hein, que j'arrive à observer dès qu'il faut mettre les pieds à l'hôpital. Il y a une tension déjà qui se génère naturellement. Et en plus, là, il s'avère qu'avec ma chérie, on est quand même tombé sur une bande de guignols. Là, pour le coup, je veux dire, vraiment, je ne peux pas choisir un autre terme que ça. C'était vraiment des guignols incompétents. D'ailleurs, si ma chérie est restée presque 15 jours à l'hôpital, c'est plus parce qu'ils sont incompétents que parce qu'il y avait besoin qu'elle y reste aussi longtemps. Et bon, à un moment donné, les visites le soir sont censées être jusqu'à 20h. Il y avait pas grand monde pour s'occuper de ma chérie. Effectivement, il y avait une infirmière et une aide-soignante pour tout un service. Alors, évidemment, je sais très très bien, en plus le mois de mai 2022, c'était pile la période où il y avait des problématiques justement par rapport à ça. Il manquait cruellement de moyens, de monde, mais ça c'est une vérité qui est valable pas que depuis cette année. C'est le monde médical, le gouvernement ne prend absolument pas soin de nos soignants et ne leur donne pas les moyens de faire leur travail correctement aussi. Donc je voyais leurs problématiques, effectivement, elles étaient une infirmière, une aide-soignante pour s'occuper de tout le service. Sauf que du coup, moi, j'avais ma chérie qui était pas bien. J'avoue, j'ai mon tempérament de chérie, de mari qui a pris le dessus et j'ai commencé à m'exciter un peu sur l'infirmière qui était là ce soir-là. Et on a commencé à s'engueuler parce que ma chérie était en train de partir en crise. Moi, je me faisais engueuler parce que j'étais là en dehors des heures de visite.
ce qui en soi est légitime, mais je ne pouvais pas décemment laisser ma chérie comme ça toute seule en plein milieu d'une crise et me casser en lui disant écoute chérie, il faut que j'y aille, c'est 20h, alors eh ben démerde-toi. Non, je ne me voyais absolument pas faire ça. Donc effectivement, j'ai dépassé sur les horaires de visite et je me suis fait engueuler par l'infirmière qui me disait ouais, mais vous vous rendez pas compte si toutes les familles font ça. Et en fait, j'ai commencé à me prendre la tête avec elle là-dessus, mais à un point où même je ne me reconnaissais pas. C'est-à-dire que j'étais tellement en tension interne, de par le fait déjà d'être à l'hôpital, de par le fait que ma femme était en pleine crise, n'était pas bien et que personne n'arrivait à trouver ce qu'elle avait. J'étais dans un état de stress et de tension euh, qui était difficile à contrôler, quoi. Donc, même si j'ai encore une fois pas mal d'outils, qui m'ont aidé pendant cette période-là à me relaxer, notamment de la relaxation, de l'hypnose, de la méditation, etc. etc. J'étais quand même naturellement dans un état de stress assez intense. Et j'ai commencé à lui parler, mais d'une manière, alors limite on s'insultait à l'autre bout du couloir, et moi je me suis vu à un moment donné être là à lui parler, puis à lui dire ouais c'est ça, ouais, t'as raison espèce de grosse conne, t'as raison. C'est le truc complètement lunaire, quoi. Le truc que jamais tu te dis un futur coach en communication relationnelle peut jamais le mec peut dire ça à une infirmière qui est là pour prendre soin de sa chérie. Et justement, c'est à ce moment-là où, me voyant faire ça, j'ai eu une espèce de tilt où je me suis dit là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible que tu fonctionnes comme ça parce que tu es en train de faire passer ton inconfort avant le bien-être et la sécurité de ta chérie. Et en fait, j'ai tellement eu peur que mon comportement influe sur la manière dont cette infirmière et l'aide-soignante qui était avec elle allaient traiter ma chérie. C'est-à-dire que peut-être peut-être qu'elles allaient la délaisser, mal la soigner, mal la traiter. Et en fait, j'avais tellement peur de ça que je me suis stoppé net. J'ai fait le vide dans ma tête, j'ai pris 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et je me suis dit, non, tu possèdes quand même effectivement une boîte à outils. Quand il s'agit de communiquer, serre-toi-en. Et en fait, j'ai complètement changé ma posture physique. J'ai fait, pour ceux qui me suivent et qui m'ont déjà entendu, j'ai fait un état des lieux et la liste des accusations. C'est-à-dire que quand l'infirmière est revenue vers moi, je lui ai dit très simplement mea culpa, je m'excuse, je n'aurais jamais dû vous parler comme ça. C'est pas possible de parler comme ça à quelqu'un. Je connais en plus votre situation en ce moment. Vous êtes effectivement toute seule pour gérer un service complet. J'imagine à quel point c'est dur et vous devez être dans une situation de stress et de tension quotidienne qui n'est pas imaginable. Bref, j'ai fait en fait, j'ai imaginé ce qu'elle pouvait ressentir et ce qu'elle pouvait se dire dans sa tête, y compris me concernant. C'est-à-dire, en plus, voilà, vous avez un mari qui est là, qui est complètement stressé, qui ne respecte pas le règlement après les horaires d'ouverture, etc. etc. Vous n'êtes pas assistante sociale, vous n'êtes pas gardienne de crèche, donc vous n'êtes pas là pour gérer des comportements infantiles et nazes, quoi. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait la liste des trucs. Et ce que j'ai fait là, c'est que je me suis servi d'un outil, donc c'est la liste des accusations, c'est comme ça que je l'appelle, la liste des accusations. C'est-à-dire que c'est un outil qui va, en énonçant ce qui peut se passer dans la tête de votre interlocuteur, ça va apaiser les tensions et les conflits. Ça va apaiser son éventuelle volonté d'agressivité. Parce que ça va aller apaiser une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui sert à gérer notamment la peur à la base dans notre cerveau, mais qui, en situation de conflit ou de tension, va s'agiter. Elle va se mettre en activité, en action. Et si en face, vous arrivez à rentrer en empathie, ce que Chris Voss, un ancien négociateur du FBI qui a écrit un livre qui est passionnant, qui s'appelle Ne coupez jamais la poire en deux. Chris Voss, Ne coupez jamais la poire en deux, ça vraiment je vous le conseille. En termes de communication relationnelle, c'est une bombe atomique. Donc l'empathie tactique, voilà, Chris Voss appelle ça l'empathie tactique, ça va vraiment servir à aller redescendre la tension, la pression qu'il peut y avoir dans l'esprit de votre interlocuteur pour rentrer en empathie avec lui ou avec elle.
Et l'intérêt de cet outil-là, il est là. C'est pas juste de s'excuser pour dire de s'excuser. C'est rentrer en c'est s'excuser, faire la liste de ce que votre interlocuteur pourrait avoir à vous reprocher pour rentrer en empathie avec elle. Tout de suite, j'ai vu déjà, rien qu'en disant ça, j'ai vu que ses épaules redescendaient, que sa respiration redescendait. Elle arrivait plus facilement à me regarder dans les yeux parce que sinon, avant, elle évitait mon regard à peu près toutes les 4 secondes et demie. Donc, j'ai senti déjà qu'il y avait un contact qui avait réussi à se créer. Je me suis servi aussi du langage non verbal, donc les bras ouverts, alors que jusque-là, j'avais les bras croisés. Donc, les bras ouverts, les mains plutôt tendues vers elle, puisque ça, on est vraiment dans la logique d'ouverture. On invite l'autre à s'ouvrir à nous, on s'ouvre à l'autre et on l'invite à s'ouvrir à nous. Donc, vraiment, les bras ouverts, les mains tendues et les paumes de main vers l'interlocuteur. En général, pour qu'il y ait vraiment une logique d'ouverture à l'autre et de sincérité surtout, qu'on sente que cette ouverture est sincère, on essaye en général toujours de placer ses mains et ses bras minimum au niveau du cœur. Plus bas, il y a une espèce de truc inconscient où on va se dire il me cache quelque chose où l'ouverture n'est pas sincère. Donc pour que l'ouverture à l'autre soit perçue comme quelque chose de sincère, on essaye de positionner ses bras et ses mains minimum au niveau du cœur, si ce n'est au-dessus. Et ça, c'est une logique qui est valable pour beaucoup d'éléments. Par exemple, une poignée de main, même si je sais que c'est un geste qui n'est pas à la mode depuis 2 ans et demi, mais une poignée de main, au plus elle est basse, au moins elle est sincère, au plus la personne vous cache des sentiments profonds, des choses comme ça. Donc, c'est essayer pour que l'ouverture à l'autre soit perçue vraiment comme quelque chose de sincère, de maintenir au moins vos mains à hauteur du cœur, si ce n'est au-dessus. Et donc voilà, j'ai essayé de me servir de ces outils-là pour rentrer en connexion avec elle. Également, vous avez aussi une autre chose qui est toute simple, justement quand il s'agit de vous faire pardonner, de vous excuser, c'est d'incliner la tête légèrement sur la gauche. Les spécialistes du décodage du langage non-verbal apparentent ça aux oreilles plaquées des chiens. Vous savez, quand les chiens se soumettent à leur maître ou à un autre chien, ils baissent les oreilles baissées, plaquées comme ça contre la tête. Et bien, ce mouvement, cette inclinaison sur la gauche va reproduire un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que vous rentrez en empathie avec l'autre et quelque part, c'est pas que vous vous soumettez dans le mauvais sens du terme de soumission et tu peux m'écraser, et voilà, c'est pas l'idée, mais au contraire voilà, en fait, je me prends pas pour quelqu'un de supérieur à toi et je m'excuse, pardonne-moi de mon comportement. Et déjà, juste ça, j'ai senti que ça ouvrait la discussion. D'ailleurs, tout de suite, sa voix est redescendue. On en a discuté tous les deux. Je lui ai dit que je lui ai exprimé, après avoir fait la liste de ce qu'elle pouvait ressentir, ce qu'elle m'a confirmé d'ailleurs. Elle m'a confirmé tout ce que je lui avais dit. Elle m'a dit, bah oui, c'est exactement ça. Nous, on est là, on fait de notre mieux, mais on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de personnel, etc., etc. Donc, j'ai vu qu'elle s'était sentie comprise. Et ensuite de ça, j'ai donné ma vision de la situation en disant, bah voilà, je suis quand même très stressé parce que voilà, ça m'angoisse, je me fais beaucoup de soucis, ma chérie fait des crises, on ne sait pas ce qu'elle a, etc., etc. Donc, j'ai fait un pas vers elle et je l'ai poussé à faire un pas vers moi. Au final, il s'est avéré que cette infirmière a pris soin de ma chérie comme aucune autre dans le service. Tout le long de l'hospitalisation de ma chérie, cette infirmière a été au top. Tous les soirs, elle venait, elle lui apportait une tisane ou une boisson chaude pour la relaxer. Elle prenait le temps de discuter avec elle lui mettait de la musique, elle passait du temps à regarder si à la télé, il n'y avait pas un programme qui pouvait lui faire du bien. Bref, elle a vraiment été aux petits soins. Et je me plais à penser que cette connexion que j'ai pu créer avec cette infirmière a aidé à ça. Dans le sens où, effectivement, des fois, on peut, et c'est un peu la finalité de mon propos, bien évidemment qu'on peut être des fois sujet à notre naturel et à nos fonctionnements naturels. Moi, l'aspect colérique, vous voyez, typiquement, c'est l'aspect colérique qui est ressorti tout de suite.
surplombé de stress de l'environnement hospitalier, le tout évidemment surplombé de l'angoisse et du souci du chéri, qui s'inquiétait pour sa chair et tendre. Tout ça a fait que mon naturel a inconsciemment pris le dessus et qu'à un moment donné, il s'agit de redescendre le bordel, de voir qu'en fait, si vous surenchérissez, ça ne va pas aider la situation. C'est ça, à un moment donné, à quoi servent ces outils. C'est d'être capable de prendre 2 secondes de recul et de se dire, là, si je continue dans cette situation, ça va aider personne. Ni moi, ni l'infirmière, ni ma chérie, certainement pas ma chérie. Et j'avais vraiment trop peur qu'à cause de moi et à cause de cette engueulade, il la traite mal, il traite mal ma chérie. J'avais vraiment peur de ça. Donc à un moment donné, mon ego ne justifiait pas mon comportement, quoi. Alors que concrètement, on est bien d'accord que sur le moment, j'avais envie de l'entarter, l'infirmière. Je veux dire, ça ne change pas. Je peux même avouer très sincèrement que mes excuses n'étaient pas excessivement sincères sur le moment. C'était pas, je me sentais pas sincèrement désolé. Sur le moment, j'avais envie de l'emplâtrer dans le mur. Parce qu'elle avait eu des propos et des agissements envers ma chérie et envers moi qui étaient d'une débilité profonde et qui étaient d'une incompétence profonde. Mais c'est soit je bloquais là-dessus et j'envenimais la situation, soit je me servais de mes outils et j'essayais d'améliorer la situation de manière à ce qu'elle prenne soin de ma chérie et qu'elle la traite bien. Donc voilà, en gros pour ce podcast, tout premier podcast d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à me suivre également, comme je vous l'ai dit, donc sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok, etc., etc. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et j'espère également qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.